Salut à toutes et à tous, merci de suivre le travail d'arabe. J'ai beaucoup de sujets à vous présenter, comme d'habitude, par petits morceaux. J'aimerais évoquer rapidement tout à l'heure Marcel Pagnol et la résistance des Gaulois. Ouais, parce que semblerait qu'on ne nous aime pas trop, les Gaulois. Je me mets volontairement dans la peau d'un Gaulois. Bien que lorsqu'on me dit que mes ancêtres sont Gaulois, je rectifie un peu, avec l'immense respect que je dois aux Gaulois, que non, mes ancêtres ne sont pas gaulois, ils sont gnawa. Les gnawa, ce sont des arabo-berbères, africains, etc. Bref, c'est juste pour le jeu de mots gaulois, gnawa. Je voudrais parler de Pagnol, qui fut la référence absolue ici à Marseille, apprécié de tous, parce que c'est un homme de grande envergure, et il laissait sous-entendre que lorsqu'un peuple perd un peu de son identité, mais attention, pas guerrière, pas comparative, ni militaire, ni radicalisée, mais lorsqu'il laisse disparaître son espace culturel, il perd tout. À un moment, il dit c'était un latinisant, un certain homme d'une grande culture, il disait que lorsque on perd un peu de cette culture un peu latine, on perd quelque chose. Et effectivement, le fait que nous soyons devenus quelque part des moutons ou qu'on nous traite comme tels, c'est parce qu'on a laissé passer beaucoup de choses au profit de la sous-culture médiatique, d'émissions poubelles venues des États-Unis, de la soupe américaine. Et tout ça a fait de nous finalement des gens qui ont perdu beaucoup de leur personnalité, on va dire, de leur personnalité culturelle. Et la culture n'aidant pas, partie, effectivement, on devient un petit peu des gens qui acceptent et qui prennent tout de ce qu'on leur envoie partout, sans se retourner vers les grands moments. Et Pagnol rappelait à juste titre, dans les souvenirs de son père, dans tout ce qu'il a fait, c'est un homme d'une immense culture, je vous rappelle, d'un véritable génie. Et il disait que lorsqu'on perd un peu de ça, pas forcément d'apprendre le latin, mais lorsqu'on laisse partir comme ça, volo, des choses importantes qui ont construit un pays, qui ont construit une culture, eh bien, finalement, on accepte la reddition. Et quelque part, c'est la disparition de toute cette culture, de ce goût du livre, du savoir et donc de la réflexion et de la critique qui fait qu'un peuple se soumet involontairement. Et on le voit aujourd'hui, des émissions poubelles, de l'intoxication, de la propagande passent. Les gens sont apeurés par le discours médiatique, par la violence médiatique. On avale un peu tout. Pour rire un peu, d'ailleurs, Brassens avait repris ce même thème de la perte du latin. Dans une de ses chansons qui s'appelle Sans le latin, Brassens disait, de façon cabotine et pour rire un peu, sans le latin, disait Brassens, la messe nous emmerde. Sainte Marie, Mère de Dieu, sans le latin, la messe perd de son cérémonial. En fait, il rigolait un peu, c'était un anticlérical, mais en même temps, il sentait bien que dans cette langue latine, dans ce qui a fabriqué la langue française, lorsqu'on la perd et qu'on ne s'y intéresse plus, on perd quelque chose. Et finalement, ce sont des plumes qui tombent. C'est cette capacité à résister et à critiquer, à faire marcher son entendement. Dans l'un de ses livres, dans La gloire de mon père, Marcel Pagnol rappelle, parce qu'il s'agit de Gaulois, des Gaulois que l'oligarchie macronique et autres et médiatique détestent particulièrement, les Amish, c'est nous, les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des costards, des gens qui traînent dans les gares, des ratés, des femmes qui n'ont même pas leur permis, leur a dit Macron. Tous ont sali la républicain que vous êtes, vous, que nous sommes. Pagnol rappelait dans un de ses bouquins, lorsqu'ils ont été attaqués par Totobocus, il lui a dit, il rappelait que ces Gaulois avaient tué 100 000 hommes de Totobocus. Autrement dit, ces Gaulois, qui étaient apparemment rustres et sans intérêt, eh bien, ils ont été capables de tenir tête aux plus grandes nations. La métaphore est vite trouvée. Ça veut dire que si ces Gaulois, dont on a hérité quelque chose, sont capables, d'avoir résisté à Totobocus et à ces hommes, c'est quelque part, ils ont dans leur ADN leur capacité à résister bien à ça, à ce qui nous arrive aujourd'hui, à cette espèce de dictature qui ne dit pas son nom, à cette vaccination qui inquiète tout le monde, etc. Donc je vous invite effectivement à vous retourner vers tout ça pour rester à hauteur. On n'avalera pas non plus le mépris de ces stipendiés, de ces corrompus de Big Pharma qui viennent nous dire que même la vitamine D ne sert à rien. Rendez-vous compte, même manger sain ne sert à rien. On doit juste survivre, se masquer la tronche et se taire, et même aux enfants leur dire taisez-vous très très vite. Aujourd'hui, même les masques un peu personnalisés des enfants qui leur donnent une espèce d'envie de
de rendre moins dure la séquestration de leurs paroles et de leur bouche, leur masque un peu individualisé, bien on leur dit maintenant, ce sera plus possible. Il va falloir mettre un masque normal, chirurgical, l'idée de l'hôpital, l'idée de la psychose, créer la panique, un masque bleu. Vous savez, celui qui fait peur, l'idée que tu es à l'hôpital en permanence et que tu es un malade. C'est l'idée que tu es malade avec ce masque. Mais lorsque c'est un masque un peu rigolo avec un sourire ou avec des couleurs, c'est interdit la couleur. La couleur, c'est déjà la vie, c'est déjà une forme de résistance. Les gens ont détourné le masque chirurgical par un masque personnalisé. Je veux encore garder quelque chose de moi-même. Et même ça, les autorités, les régimes différents veulent l'interdire. Et bravo à ceux qui résistent. On nous dit que la vitamine D, c'est pas bon, évidemment. Des gens qui ont traité des professeurs de charlatans et qui, d'ailleurs, veulent complètement... Aujourd'hui, il y a un État supranational, hein, c'est les GAFA. Les emmerdeurs internationaux, les GAFA, ces ordures, ces crapules, qui sont les pirates du monde aujourd'hui, eh bien, font la loi. C'est eux qui interdisent à telle personne de parler, qui zappent des programmes, qui remettent en question des vidéos de Sud Radio, par exemple, de François, entre autres, et plein de personnes qui ont été censurées par cette dictature des GAFA, qui ont même montré effectivement qu'ils étaient au-dessus du monde, au-dessus de tout. C'est qu'ils ont même fait taire Trump, qu'on l'aime ou on l'aime pas, mais quand même faire taire même ce président le plus puissant du monde, c'est vous dire un petit peu la superpuissance supranationale qu'ils sont, sans qu'aucun député ne soit choqué, indigné ici, enfin je parle d'oligarchie politique, qui s'indigne qu'on puisse censurer des Français aujourd'hui, ici. On les maintient quand même sous la dictature de tout cela. Donc une certaine Madame Lacombe, je crois, qui dit que la vitamine D, c'est pas bon. Après avoir craché abondamment sur Raoult et Perron, et qui se sont dit, écoutez, apparemment l'azithromycine, ça marche, que vous le vouliez ou pas, il y a un tas de pays, il y a plus de 70 pays qui l'ont adapté, etc. Non, ça va pas. Elle va même plus loin. La vitamine D, c'est interdit. Vitamine D, c'est le soleil. Interdit de soleil, les mecs, restez à l'ombre qui précède l'enfermement, donc l'ombre aussi. Ça n'arrête plus. Et on voit aussi cette politique aussi de l'offre et de la demande. Hein, ça, c'est Véran qui s'y met et toute la cliquasse qui dit « Oui, mais vous savez, les vaccins, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, donc précipitez-vous. » Vous savez, créez la demande pour susciter l'intérêt de tous. Hein. Il n'y en a pas assez, précipitez-vous. Sans même d'ailleurs poser la question, est-ce qu'on en veut? La question n'est plus si on en veut, la question il n'y aura peut-être pas pour tout le monde. Alors qu'on sait qu'il y en a à foison, il y en a des tonnes, il y en a des milliards de doses, dont pas beaucoup de monde en veut. Bien qu'il y a un intérêt pour la vaccination, puisque les gens ont peur, hein, tout a été fait pour qu'on ait le triomètre à zéro, et que aussi... le troiomètre à zéro aussi, et beaucoup de gens pensent qu'après ça, ce sera terminé. Eh bien non, parce qu'il faudra en faire tout le temps, ils sont pas sûrs. Ils sont sûrs qu'à 22%, le risque reste énorme. S'ils sont sûrs, ces vaccins, qu'à 22%, c'est qu'il y a 80% d'incertitude. Tout ça devrait nous faire réfléchir. Et donc la psychose est créée, elle continue hein, sur les mômes, sur les moins de 65, sur les plus de 65. On essaie de médiatiser telle personnalité qui se serait fait piquer. On a le droit comme de ne pas se faire piquer. Si des gens veulent se faire piquer, libre à eux, on n'est pas anti-vaccin, sauf que là c'est de la thérapie génie. C'est pas du vaccin, c'est que le monde entier est devenu un cobaye pour ces supra-États qui font finalement la loi un peu partout, qui achèteraient des gouvernements, qui achèteraient l'Europe, en leur vendant du remdesivir qui ne sert à rien pour 1 milliard, et qui leur ont fait acheter aussi des doses de vaccins testés à leur façon. C'est eux qui ont fait leur cuisine. On n'a pas été voir ce qui se passe en cuisine hein, pour voir comment ont été testés ces vaccins, comment ils ont été fabriqués. Tout ça ne cesse d'inquiéter. Et on nous dit que Madame la locataire de l'Élysée, Brigitte, s'inquiète des gilets jaunes. Bon, les gilets jaunes reprennent du poil de la bête. Ils tiennent, hein, les gilets jaunes sont là, et elle est un peu inquiète. Madame a peur, on a peur pour elle, effectivement. La seule préoccupation qu'elle a, Madame, devant la misère des Français, la pauvreté qui s'installe, l'insécurité généralisée, l'effondrement de l'économie, hein, la folie, la destruction du vivre ensemble, des cafés, des lieux de rencontre, des cinémas, des théâtres, des restaurants, ça, c'est pas trop inquiet, parce que je pense qu'elle peut se procurer des moments de détente dans sa jet-setterie, genre Fouquet's, un peu dissimulé, de pouvoir effectivement continuer à avoir une vie sociale, elle, les autres non. La seule chose qui l'inquiéterait, ce serait elle et son époux, elle et son locataire de mari, c'est uniquement les gilets jaunes. Voilà, les gilets jaunes. Alors, ça me rappelle, j'ai envie de vous parler d'un livre, c'est Aude Lancelot. Aude Lancelot qui a écrit un livre, Aude Lancelot, qui s'appelle, attendez, je vais vous le dire parce que
Je devais l'acheter à un moment parce qu'Aude Lancelot, c'est une femme que je suis depuis un moment. Aude Lancelot, elle a créé, après avoir créé le média, elle a créé QG, qui est une chaîne sur le net. Allez voir, c'est très très intéressant, c'est très riche. Elle est très proche aussi d'Alain Badiou, le philosophe. Elle a écrit un livre récemment qui reflète un peu par le roman la geste et l'odyssée, l'histoire des Gilets jaunes, avec un livre qui s'appelle La Fièvre. La Fièvre est un livre où elle remet dans le contexte un petit peu la bagarre de ces Gaulois détestés par l'oligarchie. Aude Lancelot essaie de les remettre au goût du jour avec son roman La Fièvre. La plèbe qui a toujours été frappée et massacrée, vous savez, la Révolution française a été une immense escroquerie, celle de 1830 aussi, celle de 1848 aussi, elle a été violemment réprimée, celle de 48. Quant à celle de 70, ça a été 30 000 morts, celle de 70, 30 000 morts à Paris, voulu par les autorités françaises de l'époque, la répression de la Commune en 1870. Pour celle de 89, un petit exemple. La finance a toujours été derrière un peu tous les sales coups et les coups tordus. Un petit exemple. Là, on parle du 14 juillet, la prise de la Bastille, 89. Eh bien, sachez que le 13, dans la journée, eh bien, 3 banquiers suisses sont venus. Il y en a un qui s'appelait Pergaud, l'autre s'appelait Delasserre, et un troisième qui s'appelait Broscani, je crois. Ils sont venus, ces banquiers, dont 2 étaient suisses, et ils ont été aux Invalides, et ils ont donné des fusils gratuitement à la population. La population qui était d'une pauvreté, pauvre comme Job. Hein. Ils leur ont donné des fusils pour aller effectivement faire la révolution le lendemain. Mais sauf qu'après, ils ont eu peur, effectivement, que la plèbe, le peuple, les Gaulois, la minorité de ces fainéants, comme disait l'autre, ne soient armés et ne résistent. Eh bien, comme ils étaient pauvres, ils leur ont racheté les fusils qu'ils leur avaient donnés 40 sous. 40 sous, c'était le salaire journalier. Ils leur ont repris les armes pour mieux les massacrer après. Puisque vers le 11 juin 1791, les Français se révoltent parce qu'ils voient que ça n'avance pas. Ils sont au Champ de Mars, il y en a à peu près 30 000. Et le fameux général Lafayette, avec le maire de Paris qui s'appelait Bailly, qu'est-ce qu'il fait? Il tire dans le tas. Et il tue à peu près 1000 Français de l'époque, 1000 citoyens. La répression, la révolution n'existe pas, sauf lorsqu'elle est manipulée et lorsqu'elle est instrumentalisée. On a l'impression, quand on voit la brutalité dont ont été victimes les Gilets jaunes, on se dit que tiens, l'histoire se répète un peu. Alors il y a eu aussi à l'époque, il n'y a pas eu beaucoup de soutien. Hein. Aujourd'hui, il y a Juliette Binoche qui a soutenu les Gilets jaunes et qui continue à le faire. Tout le reste, c'est des planqués. Hein. C'est, on va dire, pour faire court, c'est des salauds. Quoi. C'est une bande de salauds qui aiment le peuple pour aller voir leur spectacle. Et quand il s'agit de bouger, d'être debout, ils sont plus là pour les soutenir. Par contre, il y a une académicienne qui s'appelle Madame, pas Cazenat, je vais vous donner son nom exactement. Et j'avais lu, voilà, elle s'appelle Danielle Salnave, qui a été horrifiée devant l'oligarchie qui a insulté. Vous vous souvenez, les injures, pas que du président, de toute oligarchie qui ont injurié Olivier Gisbert, qui les a insultés comme vraiment de la merde. Frickencroc qui les a insultés. Les médias leur ont craché dessus. Luc Ferry demandait à ce qu'on tire dans le tas. Enfin, et elle a pris parti contre ce mépris de classe. Et elle avait décidé, Danielle Salnave, d'écrire un petit livre qui coûtait 4 €, je crois, pour dire non, on ne peut pas injurier des gens comme ça qui sont dans la misère et dans la résistance. Et donc aussi La Fièvre d'Aude Lancelot, son livre sorti, qui essaie effectivement de résister via cette façon. Le professeur Raoult et d'autres qui résistent avec Louis Fouché, qui sont considérés par les merdias comme persona non grata. D'ailleurs, ces merdias ont décidé, ce qui est invraisemblable, ils sont pro-vaccin, mais à mort, même pro-Big Pharma. Ils sont collaborationnistes, collabo au sens de laboratoire, mais collaborationnistes, puisqu'il semblerait que BFM TV, la pire des pires, s'il en est, eh bien, aurait décidé de se faire vacciner en direct. Bon, moi, je crois que c'est de la flûte. Je pense que ce sera plutôt du champagne ou du caviar mélangé à de l'eau qu'ils auront avec du soda. Mais de faire une espèce de promotion des laboratoires en se faisant vacciner. Une opération comme ça. Vous savez, la fameuse déontologie de rester neutre, ils ne connaissent pas. Ils s'assoient dessus. Hein. Ils s'assoient dessus et ils vont faire la promo des vaccins. On sent que la machine guerrière de démolition et d'avancée des labos est très puissante, puisque même les médias qui, au-delà d'attaquer charlatans, de complotistes, tout un chacun, se met à vouloir aussi faire la promo des vaccins à tout va et nous taper, nous attaquer, ceux qui résisteraient un peu d'être des complotistes ou des has-beens ou des réfractaires de tout poil. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais. J'ai parlé un peu vite, pardon.
Si j'étais un peu vite, j'espère avoir été en tout cas intelligible dans ce que j'ai pu vous dire. J'avais envie juste aussi de vous dire que la révolution, il n'y a pas d'heure pour la révolution. Pour la révolte pacifique, évidemment, comme le fait le merveilleux Lalanne, Francis Lalanne. Au moment où tout le monde ferme sa sale bouche, on va écrire bouche, B-U-S-H, hein, c'est à peu près le même acabit, tout ça. Eh bien, Lalanne ose la ramener et parler. Bravo Lalanne pour ton courage de résister et de le dire. Je crois que la France vous saura gré, cher Lalanne, de tout ce que vous avez pu faire et pour les Gilets jaunes. Je pense à Juliane Branco aussi, qui est là. Enfin, il y en a tellement qui se battent au quotidien pour avoir une résistance qui serait une espèce de révolte, mais pacifique, bien évidemment. Vous faire écouter un homme qui appelait à la révolution, qui s'appelle encore Louis Casey Johnson. C'est un Vous entendez? C'est un Jamaïcain qui vit à Londres et avec son merveilleux accent antillais ou jamaïcain, il appelle à la révolte, à la révolution douce évidemment. Et la révolution, il se dit, c'est quand même bizarre que toutes les dictatures de l'Est soient tombées, mais que certaines qui intéressent l'Occident et l'Amérique, en Afrique notamment, les corrompus, restent debout. Il s'étonne dans ce titre-là, de Louis Casey Johnson, My Revolution. Et alors, ce monsieur, je vous fais une petite histoire, dans les années 80, il va à Varsovie et il rencontre les gens de Solidarnosc et les jeunes qui viennent là. Non, pardon, au début des années 2000, il voit arriver comme ça un noir, un Jamaïcain, les jeunes en concert à Varsovie, et ils ne le connaissent pas. Et il leur dit, vous savez, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais, leur dit Louis Casey Johnson, je vous connais. En 81, j'étais là, j'étais à côté de Lech Walesa, et j'étais venu soutenir votre révolution. La révolution, effectivement, elle n'a pas d'âge. Elle était là, cet Africain qui n'avait rien à voir avec ça, Louis Casey Johnson. The revolutionary friend shaking head on his side. This was him reply. Kedar, he had to go. Louis Casey Johnson, Revolution. Et il leur dira, j'étais là en 80 avec Lech Walesa pour vous soutenir. Au passage, petite histoire, Jean-Paul II avait consacré beaucoup d'argent pour soutenir en sous-main la révolution et l'indépendance des Polonais. Tout ça existe évidemment toujours, cette désir de liberté et de révolution. Je vous la souhaite effectivement pacifique et réussie à nous tous. On résiste à notre façon, en ne portant pas toujours le masque, il faut bien le dire, en sortant après 18 heures et surtout en donnant des leçons de résistance à tout à chacun. Tous les internautes, les mecs qui ont des youtubeurs sont là, etc. Les écrivains sont là aussi. Et j'aimerais conclure avec une chanson magnifique de Sanseverino. Sanseverino qui a écrit Votez Papillon. Papillon, c'était cet homme qui était au bagne de Cayenne et qui un jour a voulu se sauver. C'est une chanson magnifique d'un mec qui ne fréquente pas les télépoubelles, ni les plateaux merdiques des samedis soirs ou des vendredis soirs. Sanseverino qui chante Votez Papillon. C'est tout simplement génial et c'est ça que j'ai envie de vous faire écouter avant de vous quitter. C'est de la musique manouche, donc c'est forcément génial. Il est libre, Papillon, soyons libres comme Papillon. Merci aux internautes, merci à ceux qui adhèrent, merci aussi à ceux qui font des commentaires. J'aimerais dire aussi la tentative d'Aurore Berger, une des ministres de Macron, de détourner le débat en disant à Macron « chiche pour une loi contre le voile », elle s'est trompée. Les Français ne seront pas dupes de diriger les gens vers les musulmans, encore une fois, pour être piégés. S'il y a quelque chose effectivement à interdire, c'est pas le voile, c'est le masque. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, là je commence l'histoire par la fin. Accusé à tort aux assiettes, un jour j'ai pris perpète, transporté à